Ok. Bonjour à tous. Donc pour compléter, je suis en dernière année de thèse à Tétis Montpellier et je vous présente une des contributions de ma thèse sur la classification de l'occupation du sol. Donc le travail que je vais vous présenter ainsi que les travaux de ma thèse s'inscrivent dans le cadre où depuis quelques années en observation de la Terre, une démocratisation des technologies a été amorcée et ceci continue avec les programmes spatiaux tels que Sentinel de l'Agence spatiale européenne ESA ou bien avec la constellation PlanetScope avec ses nanosatellites ou même avec la libre diffusion des images SPOT dans le cadre de projets comme Équipe SGO-Sud. Donc ce qui fait qu'actuellement, la même zone d'intérêt peut se retrouver observée avec plusieurs types d'informations complémentaires. Par exemple, les images SAR ou radar vont nous donner une information sur la rétrodiffusion des surfaces, donc avec des images optiques telles que Sentinel-2 à haute résolution, nous allons avoir une information sur la réflexion dans les spectres du visible et de l'infrarouge. Et avec des images optiques à très haute résolution spatiale, nous aurons un meilleur niveau de détail pour mieux affiner certaines classes comme l'urbain. Donc s'il est vrai que toutes ces sources sont complémentaires entre elles, la manière d'en tirer parti pour diverses applications comme l'occupation des sols est encore un champ de recherche actif. Donc il y a encore quelques années, disons jusqu'en 2015-2016, le standard pour tirer parti des données multisources consistait à employer un algorithme classique de machine learning du type random forest et le plus souvent à concaténer les sources en amont avant d'entraîner le modèle. Et ceci se faisait sans prise en compte des dépendances spatio-temporelles qu'il pouvait avoir dans ce type de données. Donc depuis l'ère du deep learning, la révolution de cette décennie, donc il y a eu un changement de paradigme avec de plus en plus l'utilisation d'architectures multibranches composées de réseaux de neurones récurrents ou convolutifs. Donc avec l'exemple ci-dessous de l'architecture M3 Fusion qui faisait de la classification de l'occupation du sol à partir de séquences temporelles optiques Sentinel-2 et de patchs d'images d'optique à très haute résolution SPOT. Donc les séquences temporelles étaient traitées avec un RNN et la séquence de patch, enfin pas la séquence, les patchs d'images optiques à très haute résolution étaient traités avec un CNN. Et comme on a pu le voir dans le talk de ce matin, donc c'était une stratégie de fusion tardive où les features des deux branches étaient concaténées et le tout envoyé dans un classifieur, une couche dense. Donc notons également les classifieurs auxiliaires pour chaque branche, donc dans le but de mieux combiner les features par source. Néanmoins, les études qui existent dans la littérature se sont limitées à l'emploi de deux sources, soit des données multitemporelles radar et optiques, ou des données optiques à haute et très haute résolution spatiale, des données multi-échelles. Donc ce que nous avons voulu faire dans ce travail-là, c'est explorer davantage la combinaison des sources des données multimodales pour améliorer la cartographie de l'occupation du sol. Donc ici, nous voulons combiner à la fois les séries temporelles radar optiques et l'image optique à très haute résolution spatiale. Donc le travail, ce que je vous présente, a porté sur l'île de la Réunion et sa vérité terrain de 2017. En termes d'échantillons, cela représente un peu plus de 880 000 pixels labellisés sur 39 millions, ça fait pas beaucoup. Et comme vous pouvez l'apercevoir, la vérité de terrain est spatialement éparse, ce qui réalise des contraintes opérationnelles qu'on rencontre dans la cartographie de l'occupation des sols, ce qui nous empêche donc de recourir à des architectures de segmentation sémantique en vision telles que UNet, DeepLab, et à nous orienter plus vers des réseaux personnalisés, disons, à base de patchs d'images.
Donc au niveau des données, nous avons 3 sources, donc des séries temporelles Sentinel-1, Sentinel-2 et une mosaïque des images de 4 images spot pour produire une image à très haute résolution spatiale afin d'avoir une couverture sans nuage de l'île. Donc les données Sentinel-1 sont à 10 mètres ainsi que Sentinel-2 et l'image spot a une bande panchromatique à 1,50 m et des bandes multispectrales sont au nombre de 4 à 6 mètres. Donc au niveau de la méthode que nous proposons, qui est dénommée Multimodal Convolutional Neural Network with Self-Distillation, donc elle est composée d'encodeurs CNN par source, donc un CNN 2D spatial pour encoder les données Sentinel-1 et l'image à très haute résolution spatiale, et un CNN temporel 1D pour encoder la séquence Sentinel-2. Pourquoi ces choix? Je vais vous les justifier dans les diapositives d'après. Ensuite, les représentations par branche sont agrégées par la somme et le tout est envoyé vers un classifieur qui est un ML multilayer perceptron en fait. Donc ici, nous utilisons également des classifieurs auxiliaires, mais notez qu'au lieu de les superviser de la manière classique qui consistait à utiliser directement les étiquettes à disposition, nous employons une stratégie d'autodistillation pour transférer les connaissances de la sortie du modèle des couches les plus profondes vers les couches les moins profondes. Concrètement, on fait mimer au classifieur auxiliaire donc la sortie du modèle principal, et ceci lui permet en quelque sorte d'apprendre de lui-même. Donc ceci se retranscrit sur la fonction de coût où on va calculer une cross-entropie entre les sorties par source et donc la sortie du modèle. Le tout pondéré par un coefficient alpha fixé à 0,3. Donc pour le reste, au niveau des architectures, donc ce ne sont pas des réseaux très profonds, donc à 4-5 couches de convolution au grand maximum. L'ensemble de l'architecture fait 3 millions de paramètres entraînés sur 300 époques pour 3h30 environ de calcul. Donc un petit mot également sur le protocole expérimental. Donc on a un jeu de données qui est déséquilibré. Ainsi, pour diviser les données en entraînement, validation et test, donc on le fait par classe. Et au niveau des données en entrée, donc pour tout ce qui est données Sentinel, nous avons des pads d'image de 9,9. Donc C, c'est le nombre de bandes, T, c'est le nombre d'acquisitions temporelles. Et bien sûr, pour tout ce qui est séquence temporelle, nous n'utilisons que le pixel en position 4,4. Donc, et pour Spot, pour la panchromatique, nous avons des pages de 32, 32 et 8 pour la multispectrale. Ok, donc passons maintenant aux résultats. Donc tout d'abord avec la validation des choix que nous avons fait au départ. Donc là, nous avons interévalué des encodeurs CNN de type 1D, 2D et 3D sur les données Sentinel. Donc pour Spot, nous n'avons pas le choix, on ne pouvait entraîner qu'un CNN 2D de toute façon. Donc ce que l'on peut remarquer là, c'est qu'au niveau de Sentinel-1, donc les données radar, donc les convolutions 2D spatiales et même 3D sont largement meilleures que la convolution temporelle. Donc pourquoi? Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il arrive à réduire, enfin ce type de convolution arrive à prendre en compte et réduire le bruit spatial lié au speckle plutôt que les convolutions temporelles. Au niveau de Sentinel-2, donc nous avons des résultats à peu près similaires. Et pour une question de parcimonie, donc il vaut mieux recourir aux convolutions temporelles qui ont moins de paramètres et tout ça. Et notez également l'importance de la très haute résolution sur le site d'étude là. Et avec cette image, avec cette seule image, nous arrivons à avoir un niveau de performance similaire à l'ensemble de la série temporelle. Donc, il y a des classes qui bénéficient particulièrement de cette information. Nous le verrons plus tard.
Donc, au niveau de l'évaluation du modèle, déjà on remarque que la combinaison multisource améliore systématiquement nos résultats. Donc, par rapport à Sentinel-2 uniquement, on gagne près de 7 points en combinant l'ensemble des informations. Et par rapport au compétiteur M3 Fusion que j'ai présenté tout à l'heure, qui a été équipé pour cette expérience d'une autre branche additionnelle pour RNN pour traiter les données Sentinel-1. Donc on a à peu près 2 points d'écart. Nous avons également évalué la stratégie d'autodistillation. Donc en entraînant un modèle sans distillation et un autre modèle supervisé par les labels classiques. Donc à 100 distillation, on a à peu près 1 point d'écart. Et au-delà des performances numériques, donc ce qu'on a pu remarquer également dans l'entraînement du modèle, c'est que même si les deux arrivent à s'ajuster de la même façon aux données d'entraînement, donc ce processus permet une meilleure généralisation sur les données qu'il n'a pas vues. Donc validation ou test. Là, en l'occurrence, ici, c'est la validation. Voici également une autre figure qui reporte les performances par classe d'occupation du sol, où on a pas mal de gains sur pas mal de classes. Donc les plus saillants ici, les maraîchages, où on part quand même de près de 50 jusqu'à 75 et au-delà. Les cultures sous serre également, qui sont très difficiles à détecter sans la très haute résolution spatiale. Donc voilà. Et également l'arboriculture et les espaces artificialisés. Toujours dans cette analyse par classe d'occupation du sol, nous avons visualisé plutôt les représentations des encodeurs CNN. Donc déjà avec la Sentinel-1 comme source jusqu'à l'ensemble des sources combinées. Donc déjà avec Sentinel-1, on peut voir que c'est celui qui arrive à le moins distinguer, à moins séparer les classes d'occupation du sol, suivi par Sentinel-2. Avec Spot, on a une meilleure séparabilité, mais il demeure des confusions de ce type-là entre les cultures sous serre et les espaces artificialisés. Donc avec la combinaison multisource, on a du mieux. Donc déjà avec Sentinel-1 et Sentinel-2, mais surtout avec la combinaison de Sentinel-2 Spot et de l'ensemble des 3 camps. Donc enfin, il n'y aurait pas d'occupation du sol sans carte. Donc je vous présente là 2 extraits. Donc en haut, il s'agit du quartier Saint-Pierre, une partie du quartier Saint-Pierre avec des zones d'arboriculture mixées avec des espaces artificialisés. Et la confusion dont je parlais tout à l'heure entre espaces artificialisés et culture sous serre se fait bien voir là. Et là est un peu réduite ici également. Et on a également une meilleure détection de l'arboriculture avec Sentinel-1 qui aide à une meilleure détection de l'arboriculture qui se retrouve là et qui est un peu sous-estimé là. En bas, il s'agit de la forêt de Belouve, où là on peut voir une meilleure qualité pour la carte du modèle que nous proposons par rapport aux autres compétiteurs qui détectent dans la forêt de l'arboriculture et des pâturages fourrages qui normalement ne sont pas présents. Donc en conclusion de ce travail, nous avons pu apercevoir un gain effectif donc en combinant l'ensemble des sources par rapport aux études qui se limitaient à 2 sources à deux modalités d'entre elles. Et également la stratégie d'autodistillation s'est montrée efficace pour booster la combinaison des sources. Mais est-ce que cela suffit à dire que plus on a de sources, mieux c'est pour la classification de l'occupation du sol et pour tout site d'étude? C'est une question ouverte à laquelle on peut tenter de répondre en rajoutant d'autres sources dans ce modèle, par exemple un modèle numérique de terrain,
des données radar en orbite descendante parce que là, on avait utilisé que des données en orbite ascendante. Il y a aussi une complémentarité à aller chercher là-bas. Ou par exemple, d'autres bandes Sentinel-2 à 20 mètres et 60 mètres, qui sont ceux du Red Edge et du moins infrarouge. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Nous avons des questions. On a du temps pour les questions. C'est très rapide, c'est juste pour savoir, vu que votre question en perspective, c'était est-ce que plus on aura de sources d'essais, est-ce que vous avez déjà constaté, est-ce que c'était mieux parfois d'avoir moins de sources? Est-ce que vous aviez déjà eu des scores supérieurs en supprimant des bandes ou comme ça? Pour le moment, non, je n'ai pas encore constaté ça. Ce que j'ai surtout constaté, là j'ai présenté qu'un seul site d'étude, j'ai constaté que le gain pouvait ne pas être forcément le même sur tous les sites d'études. Des fois, c'est pas très très énorme, quoi. C'est surtout ça que j'ai constaté. Pardon? Ouais, ouais. On peut le dire comme ça, ouais. Souvent, en autodistillation, on a deux réseaux. On a un réseau enseignant et un réseau étudiant. Ouais. Et là, en fait, tu fais tout avec un même processus d'apprentissage en modifiant la fonction de coût. C'est ça, au fait, c'est le principe de l'autodistillation. Le principe, c'est de ne plus avoir de modèle distinct entre l'étudiant et l'enseignant. Donc, l'enseignant, ici, on peut dire, c'est la sortie, quoi. Et les étudiants, donc, c'est les classifieurs par source. Et en procédant comme ça, est-ce qu'on risque pas de ne pas converger du tout, finalement? Parce que est-ce que finalement, les trois branches ne vont pas empêcher la branche principale de converger? Ça peut pas arriver? Non, je pense pas parce que la branche principale, elle a de toute façon les étiquettes. Donc elle est supervisée avec les étiquettes. Donc non, je pense pas trop. Non. Ouais, enfin, je pense pas trop, non. Et tu as dit autre chose à un moment, tu as dit qu'on n'utilisait pas les réseaux de segmentation, segmentation classique, Ouais. parce qu'on a des données qui sont éparses. Mais j'imagine que tu pourras utiliser une fonction du coup qui prend en compte le fait que tu n'as que certaines données et qui va évaluer finalement que les pixels dont on dispose. Tu n'as pas vu ça dans la littérature? Je parle, je connais. Ouais, c'est possible, mais ça s'éloignerait un peu du principe de la segmentation sémantique, où en gros on a des patchs avec tout qui est labellisé. Du coup, est-ce que ça a vraiment du sens de... J'imagine que ça aurait du sens en temps de calcul, parce que là, en fait, du coup, tu vas utiliser ton réseau à des endroits différents, enfin, à chaque endroit où tu as une étiquette, c'est ça? À chaque endroit où j'ai des étiquettes, oui, je prends un patch, ouais. Ça pourrait réduire le temps de calcul, ouais, en subdivisant directement l'image en de gros morceaux, ouais. On l'a pas essayé de toute façon, mais c'est faisable. Merci. Ok. Ah, super. Oui, c'était pour savoir, pour être sûr d'avoir bien compris, les patchs que vous exprimez sont entièrement labellisés? Non, les patchs ne sont pas labellisés. Au fait, on cherche à classifier le pixel central. Oui, ah d'accord, c'est le pixel central. C'est le pixel, oui, c'est l'information du pixel. C'est le pixel qui est labellisé. On prend un patch, un contexte spatial autour pour le classer, le classifier. Dans la littérature, ça s'appelle des approches à base de patch d'image. Ok.